Et salut à tous, bienvenue pour ce nouveau live sur Futura pour un nouveau lancement de fusée. On va repartir ensemble vers les étoiles, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, un lancement un peu particulier puisque c'est une fusée un peu particulière, il s'agit de la Delta 4 Heavy. Et pour le commander, comme avec tous les autres lancements de fusée, je vais rejoindre Théo. Salut Théo. Hello, salut Nathan, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Donc oui, une fusée assez unique, hein, il en décolle en moyenne une par an, il en reste plus beaucoup à décoller, un très très gros lanceur, l'un des plus puissants au monde. Hmm. Alors pas forcément en termes de kilonewton, mais en termes de charge utile envoyée, et on va en parler un peu en détail dans cette soirée. Voilà, donc bienvenue, n'hésitez pas pendant toute l'émission, on est parti pour quoi aller 1 heure. 1 heure et demie maxi pour commenter en direct ce lancement. Donc n'hésitez pas à poser vos questions dans les différents chats sur Twitch, sur YouTube, sur Facebook aussi. Et puis on va y répondre en direct si on peut. Sinon, on y reviendra après le lancement. À la fin de l'émission, on reviendra sur vos questions, puis on va y répondre. Voilà. Et puis on va commencer tout de suite. Voilà, je vois qu'on est assez nombreux. Voilà, merci de nous suivre. Donc cette mission, elle est très spéciale puisque c'est un des derniers lancements de la Delta 4 Heavy. C'est ça. Elle est donc il en reste 4 à raison d'une par an normalement. Donc une de cette année, une dans 2 ans, une dans 3 ans, une dans 4 ans. Elle va être progressivement remplacée par la nouvelle fusée de United Launch Alliance, Mhm. qui est une boîte privée qui fait des fusées. Elle exploite aussi l'Atlas 5. Et leur nouvelle fusée, c'est la Vulcan, qui vise à justement merger un peu ces deux familles de fusées en une seule. En une seule. Donc la Vulcan, la future fusée de cette entreprise, donc United Launch Alliance ULA, donc qui est une entreprise américaine qui, comme l'a dit Théo, fournit l'Atlas 5 et ici du coup la Delta 4 et la Delta 4 Heavy. Donc on va voir ce soir. L'Atlas 5, pour vous situer, c'est la fusée qui a envoyé Persévérance vers Mars l'été dernier. Donc c'est une entreprise privée. Donc l'Atlas 5 c'est la fusée la plus fiable du monde à l'heure actuelle. Et la Delta 4 Heavy du coup l'une des fusées les plus puissantes et sûrement une des plus capacitaires aussi, si ce n'est la plus capacitaire. Alors en termes de volume, elle est à égalité un peu avec l'Atlas. Mhm. Et en termes d'envoi, elle avait notamment pu envoyer Parker Solar Probe. Donc c'est la sonde dont on n'entend pas beaucoup parler parce que malheureusement elle a pas de caméra et souvent c'est ce qui fait un peu l'attrait du public. Mais c'est la sonde qui, on va dire, est la plus proche du Soleil et donc est devenue par assistance gravitationnelle l'objet fabriqué par l'homme le plus rapide au monde. Et Euh, pour ça il fallait un lanceur très puissant et surtout qu'avec beaucoup de capacité d'envoi, enfin en termes de delta V. Et la Delta 4 Heavy est la seule, et même maintenant, hein, est la seule fusée à pouvoir le faire. et on va voir tout de suite pourquoi elle est si spéciale cette fusée, pourquoi elle est si intéressante en présentant rapidement les caractéristiques. Alors, cette fusée, c'est comme ça qu'on vous l'a vendue, le live d'ailleurs. C'est une fusée qui fonctionne à l'eau. C'est ça. Alors, vous voyez sur l'écran, c'est la Delta 4 Heavy sur son pas de tir. Pourquoi Heavy? Puisque la Delta 4, c'est simplement une fusée avec un moteur et puis la charge utile au bout. Là, Heavy parce que, comme la Falcon Heavy de SpaceX, c'est toi, on a rajouté sur les côtés, on a dupliqué sur les côtés la fusée pour non plus avoir une fusée à un seul corps central, mais à trois moteurs, donc à trois corps. Et en bas, du coup, il y a trois moteurs qui propulsent cette fusée. Alors, le terme, il est devenu populaire avec la Falcon Heavy, mais la Delta 4 Heavy est bien plus ancien. Et puis, le concept en lui-même ne date pas d'hier, hein. Hmm. Il est également étudié pour la passe non, mais pareil, Angara, il y a un corps, il y a la possibilité d'avoir un corps, trois corps ou cinq. Mais donc voilà, le concept, mais bien que popularisé par SpaceX avec sa Falcon Heavy, n'a pas été initié par SpaceX. Voilà, et donc une Delta 4 Heavy, donc avec trois moteurs, et tous les moteurs de cette fusée fonctionnent à l'hydrogène. Donc c'est l'hydrogène qui va brûler avec l'oxygène pour faire une flamme et pour faire un gaz chaud. Et ce gaz chaud, bah, c'est simplement la vapeur d'eau.
Ça, donc il y a 4 moteurs au total sur cette fusée. Donc là, il y en a 3 pour l'étage principal. Donc l'étage principal et les 2 boosters, chacun un. Et un pour l'étage supérieur. Et tous fonctionnent à l'hydrogène et à l'oxygène, ce qui en fait, en termes d'émissions directes, je pense, la fusée la plus propre au monde. Oui, oui, tout à fait. C'est la fusée la plus écologique au monde. Il y en a des fusées qui fonctionnent à l'hydrogène au début, comme Ariane par exemple. Mais Ariane, en plus, a des boosters à poudre. Et la poudre, bon, c'est un peu polluant. Mais voilà, là, c'est la fusée la plus écologique au monde, puisqu'elle ne rejette exclusivement que de la vapeur d'eau. Et donc, voilà à l'écran un des moteurs du premier étage. Donc, RS-68A. RS-68A. Pas A, c'est A, RS-68A, la lettre A, hein, bien sûr. Oui, c'est ça. Donc, il 3 fonctionne méganewtons de poussée. 3 méganewtons de poussée, ce qui est pas mal, ce qui est vraiment beaucoup. C'est le moteur Encore. à hydrogène en fait le plus puissant au monde. Mm. Il est plus puissant que le moteur. Si vous voulez un moteur en fait, moins cher que celui de la navette spatiale tout en étant plus puissant. Et la façon de réduire les coûts, ça a été de le mettre en circuit ouvert, c'est-à-dire que la turbine qui alimente le moteur, on ne remet pas les gaz de combustion. Alors, il y a ton son qui coupe un peu, je te perds. T'as une petite voix de robot, mais c'est pas grave. Donc, alors si tu veux régler un peu, je Je me. vais essayer. Est-ce que ça va mieux là? Ça va un peu mieux, ça a l'air d'aller un peu mieux. Ouais. D'accord. Donc du coup, les gaz de la turbine ne sont pas réinjectés dans la chambre de combustion, et ils s'en servent pour orienter la fusée, donc en sorte de petits moteurs verniers pour orienter la fusée. Et c'est comme ça qu'ils l'utilisent, qu'ils ont fait un peu de réduction de coûts. Pareil, la tuyère, en fait, on la voit qu'elle a une sortie orange. Et cette sortie orange, en fait, c'est principalement dû au fait que l'intérieur de la tuyère est en carbone, et du coup, c'est assez, comment on dit, ablatif. C'est Ça ablatif, s'enlève, en oui. fait. Ouais. Voilà, c'est ça. Il y a en fait le moteur de la navette spatiale qui était à l'hydrogène aussi et qui va équiper d'ailleurs la fusée SLS qui va envoyer Artemis. Les moteurs qui fonctionnent eux aussi à hydrogène, ils sont faits, leur tuyère, leur coque, là, leur cloche, elle est faite en tuyaux. Et dans ces tuyaux, il y a l'hydrogène liquide qui passe. L'hydrogène liquide, il est cryogénique, c'est-à-dire qu'il est à très très basse température. Et c'est cette très basse température qui circule dans les tuyaux qui permet de refroidir la tuyère pour pas qu'elle crame avec la flamme de la fusée. Ici, c'est différent. C'est simplement une vraie cloche avec à l'intérieur un revêtement qui va s'évaporer avec la chaleur et donc qui va protéger la structure de la tuyère. C'est ce qu'on appelle l'ablation. Ouais, c'est un matériau ablatif qui va donc protéger la tuyère. Et donc c'est moins cher puisque il n'y a pas à fabriquer cette tuyère en tuyau, à les enrouler, etc. En termes de manœuvre, de main d'œuvre et d'industrie, c'est beaucoup plus simple. Il y a juste une cloche avec un revêtement dedans et c'est tout. Ah ça y est, il y a la retransmission qui commence. Donc oui, c'est ablatif. Et donc c'est moins cher, c'est moins coûteux. Donc oui, et puis tu as mentionné aussi, très juste titre, cette flamme orange. Alors on en a parlé rapidement dans les autres lives disponibles sur Futura. Les moteurs à hydrogène, comme on l'a dit tout à l'heure, ça rejette de l'eau, puisque l'hydrogène et l'oxygène ça fait du H2O, ça fait de l'eau. Et la vapeur d'eau c'est transparent. C'est de la vraie vapeur d'eau sous forme de gaz, hein, pas comme dans les nuages. Les nuages c'est des petites gouttelettes d'eau. Là c'est vraiment du gaz d'eau. Et donc c'est transparent. La flamme qui sort normalement est transparente. Mais là vu que c'est ablatif, vu qu'il y a un petit peu du matériau à l'intérieur qui part avec le gaz, et c'est un petit peu plus opaque que le moteur du deuxième étage qu'on va voir maintenant. Alors je te mets le moteur. Où est-ce qu'il est? Allô Théo? Non, ah j'ai perdu Théo. Dommage. Non, je te entends. Ah bon, Il y a eu un petit super, problème. ok, on l'a retrouvé. Très bien, alors, comme je disais, je te mets le moteur Second étage. du second étage. Le RL10. Tac, le RL10. Voilà Alors le lui, RL10. il utilise la même technologie que la navette spatiale, donc avec des tuyaux qui circulent pour rafraîchir. Donc qui passe de l'hydrogène liquide.
Voilà, on le voit d'ailleurs, Euh, la tuyère, elle a une structure différente, elle a une apparence différente. et donc, oui, pour ceux qui se demandent, le décollage est prévu à 47. Il a été prévu à 46, ils l'ont décalé d'une minute. Donc dans 20 minutes, dans 20 bonnes minutes. Et donc là, ce qu'on peut voir, ce qu'on voit très bien, c'est qu'il y a de la glace qui se forme en fait justement parce qu'il y a de l'hydrogène qui est dans tous ces tuyaux en fait qui est mis. Et l'hydrogène, il est stocké à moins 250 degrés Ah, je sais Celsius. pas. Il est à 10 Kelvin. Bah, c'est moins 260 même, moins 260 degrés. Donc ouais, c'est vraiment très cryogénique, quoi. On a reperdu Théo. Et ton son qui fait que couper. Alors, je vais continuer, je vais poursuivre. Le temps que Théo fasse les réglages. Donc, comme il a dit, l'hydrogène, comme au premier étage, c'est stocké à très 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 basse température. Donc, c'est pour avoir de l'hydrogène liquide. Et donc, comme c'est froid, et ben, quand cet hydrogène sort et s'enroule aussi, il circule dans la tuyère cette fois-ci. Donc, c'est très froid. Et avec l'humidité de l'air ambiant, et ben, on voit au bout de la tuyère des sortes de stalactites. Et ben, c'est réellement des stalactites, c'est de la glace. Alors que juste dessous, on a la flamme qui est très très chaude, c'est de la flamme d'hydrogène, c'est très chaud et qui est bleue. Donc on a de la C'est flamme ça. qui vient frôler les stalactites de glace. Ah, on a retrouvé Théo. Parfait. Pile à l'heure. Je suis passé du coup sur mon portable, comme ça moi je suis sûr que ça va marcher. Donc oui, c'est ça forme de la glace, bah, la vapeur d'eau qui sort du coup permet de former du coup de la glace. Et il a une impulsion spécifique, lui, c'est le moteur le plus efficace au monde en fait, 460 secondes d'impulsion spécifique, on n'a jamais fait mieux quoi. Ouais, c'est énorme. Alors l'impulsion spécifique, ça on l'explique dans une autre émission Futura, les chroniques de l'espace, sur comment fonctionne une fusée. Donc c'est simplement l'efficience d'un moteur fusée, c'est-à-dire sa consommation de carburant à puissance égale. Les moteurs plus puissants vont être moins efficients, les moteurs plus efficients vont être moins puissants en général. Et en l'occurrence, ça c'est l'hydrogène, c'est ce qu'il y a de c'est ce qu'il y a de plus efficient. Et donc c'est ce qui permet à la Delta 4, et comme l'Atlas 5 également, à pouvoir atteindre des orbites qui demandent beaucoup beaucoup d'énergie puisqu'il faut activer le moteur pendant très longtemps. On peut parler du pas de tir également. Il y avait Vas-y. la belle photo tout à l'heure. Alors, c'est le pas de tir numéro 6. Ah oui, on n'a pas précisé, on parle de Californie. Donc, la charge utile est un satellite militaire. On sait juste que la fusée va se diriger vers le sud et on n'en sait pas beaucoup plus. On va présenter la mission, ouais, juste après. Ouais. Le pas de tir, en fait, alors on voit deux bâtiments, en fait. Donc, il y en a un les deux bâtiments, en fait, la fusée est assemblée directement sur son pas de tir. Et ce que fait United Launch Alliance, c'est qu'ils éloignent les deux bâtiments, en fait, pour permettre à la fusée de partir. Et ce pas de tir, à l'origine, c'était conçu pour être le pas de tir de la navette spatiale en Californie, parce que à la base, c'était prévu. Et suite à la mission Challenger, ça a été un peu abandonné. Et du coup, il y a Boeing qui a construit à l'époque, avant que United Launch Alliance n'existe, qui a construit la Delta 4, a récupéré, on va dire, ce pas de tir en construction et l'a modifié pour sa Delta 4 Heavy. Donc c'était adapté en fait de base pour les très gros lanceurs. Mm. Et c'est pour ça que entre la Californie, la base californienne et la base du Kennedy Space Center, alors c'est juste en dessous, c'est la base aérienne qui est en dessous, qui est le canavéral. C'est pour ça que les deux pas de tir semblent un peu différents. Oh, très belle vidéo de l'assemblage. Mm, tout à fait. Donc voilà, on voit bien de près. Du coup, le premier étage constitué des trois cylindres avec les trois moteurs en dessous. Ensuite, alors d'abord les boosters qui vont s'écarter sur les côtés. Et puis ensuite le deuxième étage qui va se séparer, juste le haut de la fusée, avec le RL-10 cette fois, et qui va terminer l'orbite. Donc le premier étage, comme toutes les fusées, pour propulser en suborbital, et le deuxième étage pour finaliser l'orbite avec un moteur plus efficient. Et donc plus économe en carburant. Donc voilà cette vue de la base Vandenberg.
Voilà, et on voit les deux bâtiments de part et d'autre avec, la Delta au centre. Et donc Ouais, oui, là, c'est quand ils déplacent les bâtiments. voilà, c'est ça. La fusée, elle est dans le bâtiment, elle est construite, et puis ensuite, c'est les bâtiments qui s'enlèvent pour laisser place à la fusée. D'autres fusées font l'inverse. Elle est dans le bâtiment, et ensuite, on déplace la fusée jusqu'au pâtir. Là, c'est l'inverse. C'est le cas de l'Atlas d'ailleurs, C'est le cas de justement, de d'Ariane l'Atlas. également. Ariane également. Sauf pour l'Ariane 6. Ça va être comme. Oui, c'est vrai, Ariane 6, ça va du coup faire un peu Ariane 6, ça va être la même chose, elle va être comme la construite, puis Delta. c'est les bâtiments qui vont s'enlever. Donc voilà, en direct de la Californie, donc de la base de l'Air Force, plutôt de la Space Force américaine, de Vandenberg, d'où est tirée la Delta 4. Et donc cette mission, à quoi elle va servir aujourd'hui? Eh bien, elle va servir à lancer le satellite NROL 82, NROL 82, qui est un satellite militaire. Donc oui, voilà, c'est du militaire, on en sait rarement beaucoup avec eux. Mm. Tout ce qu'on sait, c'est que donc elle va partir vers le sud. Elle va partir vers le sud et ils ont dit qu'ils couperaient le live. Alors on a de la chance, on va voir la séparation de la coiffe parce qu'on l'a pas toujours avec eux. Voilà un beau replay d'un décollage précédent d'ailleurs. C'est ça. Et là, Donc on oui, la voit juste coiffe, avant, c'est on a ça. vu la Delta 4 normale à l'image. Voilà la médium, c'est ce qu'ils appelaient la version médium. Donc voilà, NROL, c'est une série de satellites militaires. Alors, ils sont pas numérotés dans l'ordre. On ne sait pas quel numéro correspond à quoi. On se doute que c'est de la surveillance, surveillance radio ou surveillance visuelle. Mais en tout cas, c'est militaire. C'est pas un lancement opéré par la NASA, puisqu'on rappelle que la NASA ne s'occupe uniquement que du spatial civil américain. Le spatial militaire était opéré par l'Air Force et maintenant la Space Force. Donc là, c'est un lancement purement Space Force. Alors je vois une question, est-ce que ça coûte plus cher de faire des moteurs à hydrogène? Ouais, en fait, il y a toute la technologie hydrogène donc qui est plus complexe parce que déjà c'est très froid, il faut le maintenir. Tout ce qu'on voit en orange, d'ailleurs, ça vous rappelle peut-être la navette spatiale avec son réservoir orange. Et ben c'est la même chose. Ce sont des protections, c'est de la mousse un peu, qui sert à éviter que les ergols s'évaporent. Alors, comme on peut le voir, il y a des ergols en commun en fait avec les Falcon, typiquement l'oxygène. Mais quitte à ramener, à mettre de la protection, ils se sont dit autant le mettre pour les tâches d'oxygène aussi. Comme on le voit sur certains lanceurs, c'est pas obligatoire, mais si on l'a, c'est tant mieux. Très magnifique vue d'artiste du logo. Hein, a priori de ce que j'ai lu, c'est pas à la main tout ça. Chaque Ah art, oui, carrément. c'est unique. Alors d'ailleurs, sur cette fusée spécialement, on y trouve un message sur la coiffe. Vous voyez sur la coiffe, donc toute la partie en haut qui protège le satellite. Il y a tous les logos, etc., des contracteurs. Et en dessous, on y trouve le message. Un message destiné aux soignants en en cette période de pandémie. Et ce message, le voici, c'est simplement salute, hommage, Salutations. ouais, Oui, hommage. hommage à tous les travaillants dans le médical en première ligne, euh, qui luttent pour nous tenir en vie et qui, pendant que nous, on combat pour garder l'Amérique safe, l'Amérique en paix. Sûr, Donc protégé. ça c'est le petit côté américain patriote puisque Très c'est un lancement américain. Ouais. militaire. Mais voilà, l'hommage aux soignants pour ce lancement de NROL 82 avec la Delta 4 Heavy. Ils avaient déjà fait ça. Alors c'était la NASA qui l'avait fait en mettant Alors eux aussi, la NASA avait mis un signe spécial sur Persévérance. Vous savez, leur signe des médecins Oui, avec le calice, je crois. Je crois que c'est ce nom-là. le caducée. Et il y avait le caducée, pardon. Et également, il y avait United Launch Alliance qui avait déjà mis un premier message sur sa coiffe de l'Atlas. C'était une Atlas à l'époque qui était partie. D'ailleurs, oui, donc là, la Delta 4 Heavy, c'est le seul lanceur qui reste en service. Et donc, tout fait 5 mètres de diamètre. Les deux étages principaux et même la coiffe. Hein. Là où sur Delta, c'est adaptable, il y a 5 mètres, il y a 4 mètres. Donc là, tout fait 5 mètres.
5 mètres de diamètre. Pour comparaison, d'ailleurs, c'est pour ça que dans un sens, la Falcon paraît plus allongée. La Falcon fait dans les 3 mètres, donc la Falcon Heavy, c'est 3 fois 3 mètres. Et elle fait en fait à peu près la même hauteur que. On revoit d'ailleurs le message Oui, sur la fusée, l'image. message. Très beau message, du coup. Oui, donc une coiffe de 5 mètres, donc c'est vraiment énorme, c'est une des plus grandes coiffes qui existent. Donc pour envoyer des charges en orbite très volumineuses, contrairement à une Falcon 9 par exemple de SpaceX, qui a une coiffe très petite. Elle est très puissante, mais elle a une coiffe très petite, donc elle ne peut emporter que des charges relativement petites. C'est ça. Le lancement, du coup, il est prévu à 22h47. Donc dans une dizaine de minutes. Voilà, une dizaine Alors de vous minutes. allez voir quelque chose de particulier, en fait, c'est l'allumage des moteurs. Alors je précise juste avant qu'en haut à gauche de votre écran, vous voyez le compte à rebours qui est à 4 minutes, mais c'est normal, c'est l'entreprise, tous les lancements de cette entreprise bloquent le compte à rebours à 4 minutes, et 4 minutes avant le lancement, il le lance. Donc c'est normal, c'est bien dans 10 minutes le lancement. Ouais, c'est une manière un peu particulière de procéder. Ils ont tant d'étapes à faire avant le T-4. Et du coup, comme là, en l'occurrence, il y a eu 1 heure de retard. Ça veut dire qu'ils ont déjà eu le temps de préparer un peu. Et donc souvent, voilà, ils atteignent des holds, des endroits où ils arrêtent. Au moins, il n'y a pas besoin de revenir en arrière. Tout ce qui a été fait, c'est bon, c'est sécurisé, on le garde. Et du coup, il n'y a pas besoin de revenir en arrière. Donc oui, voilà, dans 10 minutes le décollage. Alors la météo a l'air bonne, donc je pense que c'est bien. Ah, ça je vais le mettre. Je vais vous mettre du son. Donc le décollage va être très très impressionnant. On va pas trop vous spoiler, même si on a un peu fait, mais grosso modo, donc il n'y aura pas de flamme verte comme on peut le voir avec SpaceX. Les moteurs n'ont pas besoin de Boran. Oh là, tous les go. Alors il va y avoir le go des J'arrive. différentes. Vous savez, dans le centre de contrôle, quand on voit à la NASA par exemple, le centre de contrôle, il y a au moins 50 personnes derrière des ordinateurs. Et là, la particularité des lives, des retransmissions proposées par cette entreprise, c'est que ils font le check oral et on l'entend. C'est agréable. Alors, écoutez, je trouve. Et donc il y a pour différents systèmes. D'abord, ils vont faire le premier étage, donc les 3 boosters, ensuite le second étage, et donc les systèmes électriques, ils font aussi du coup la charge. CCQ. Go. Operation support. Go. Pneumatics. Go. Umbilicals. Go. HAZGAS. Go. ECS. Go. Red line monitor. Go. Quality. Go. Op safety manager. Go. Yola safety officer. C'est très immersif, on s'y croirait dans une salle de contrôle complètement J'adore. science-fiction. Go. Range coordinator. Clear to proceed. Launch director. Launch vehicle is ready to launch. Mission director. You have permission to launch. Permission to launch. Oh, minus 6 minutes. ALC. Verify T0 is set for 20. C'est tout bon pour le lancement 00 Zulu. de la Delta 4 Heavy. MEQ establish swing arm lock. Puis la base de Vandenberg en Californie. Alors, il y a aussi, donc là, les gaz vont rapidement devenir transparents, même s'il y a du coup la tuyère ablative. En fait, on ne va pas voir ce qu'on voit beaucoup sur d'autres lanceurs au kérosène, avec les flammes qui s'étendent. Donc décollage à 47. Là, on va vraiment les voir plus ou moins vraiment juste disparaître en fait, et voir vraiment. D'ailleurs, il y aura des vues peut-être. Souvent, ils les font où on voit en fait l'intérieur de la chambre, l'intérieur des tuyères, et on voit du coup le tuyau où il y a qui mène à la chambre de combustion. Donc ça, c'est très intéressant. Et il y a lors de la séparation du second étage, le second étage a une particularité pour encore améliorer son efficacité, on le verra. C'est l'extension de tuyère qui va se déverrouiller et aller couvrir le bas de J'espère qu'on le la verra tuyère. si ça dure jusque là, mais normalement oui. Normalement, c'est prévu vu que c'est jusqu'au largage de la coiffe. Et le largage de la coiffe, c'est après l'allumage du second étage. Donc, normalement, on le verra. Alors qu'est-ce qui va se passer dans un peu moins de 5 minutes maintenant? Et ben, les 3 moteurs RS-68A, donc les 3 moteurs du premier étage, vont s'allumer de manière un peu spéciale. Donc on l'a dit, c'est une fusée qui fonctionne au hydrogène, ça rejette de la vapeur d'eau.
Mais surtout, ça fonctionne à l'hydrogène. Pour s'allumer, un peu comme un starter sur les vieilles voitures, on va injecter plus d'hydrogène que d'oxygène. Comme dans un starter de voiture, on injecte plus de fuel que d'admission d'air, pour ceux qui s'y connaissent en mécanique. Ici, ça va être la même chose, donc on va injecter plus d'hydrogène dans la chambre de combustion et donc dans la tuyère. Donc au départ, il va y avoir seulement de l'hydrogène, presque quasiment que de l'hydrogène qui va s'échapper des 3 tuyères et qui va aller dans l'air ambiant. Sauf que l'hydrogène, il est bien plus léger que l'air. Donc ça va former un nuage d'hydrogène qui va remonter le long de la fusée. Pendant ce temps-là, dans la chambre de combustion, la combustion commence à s'allumer, donc on va commencer à avoir une flamme. Et cette flamme va se répandre dans tout le nuage d'hydrogène dans la chambre de combustion, mais aussi dehors. Et du coup, la fusée presque tout entière va s'enflammer littéralement. Elle va se transformer elle-même en boule de feu et elle va se carboniser elle-même la fusée à l'allumage. Et donc c'est quelque chose. Très métal. C'est ça. C'est quelque chose qu'ils ont essayé de mitiger un peu en fait à l'époque. Ils démarraient les 3 moteurs en même temps. À la base, c'était le RS-68 qui a priori relâchait plus d'hydrogène que maintenant. Et le compte à rebours, et donc on est à maintenant 3 minutes. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'avec le A, il y a le RS-68A, ils allument déjà en fait un premier corps avant les autres. Comme ça, en fait, quand l'hydrogène du reste arrive, il se fait directement consommer et il ne monte pas. Donc, mais la flamme reste impressionnante. Moins de 3 minutes avant le lancement, donc voilà, on va voir cette fusée qui va se transformer en boule de feu et qui va se carboniser. Alors il y a une question, la fumée, est-ce que c'est dû au froid? Non, pas du tout, il fait même assez chaud en Californie, c'est le printemps comme nous. Non, la fusée, comme toutes les autres fusées, presque toutes les autres fusées en tout cas. Oui, pas la Proton par exemple. Pas la Proton, ni les fusées chinoises. Cette fusée fonctionne à l'hydrogène, comme on l'a dit, mais aussi à l'oxygène pour que l'hydrogène puisse brûler. Alors pas l'oxygène de l'air, l'oxygène qui est contenu dans la fusée. Et cet oxygène, il est liquide lui aussi. Et donc il est refroidi à très basse température, sauf que naturellement, il va se réchauffer et donc se retransformer en gaz. Sauf qu'il est enfermé dans son réservoir. Et s'il se transforme en gaz, il va y avoir de plus en plus de gaz dans le réservoir. Et avec la pression simplement de l'oxygène, ça peut exploser. Donc pour pas que la fusée explose sur le pas de tir, on laisse s'échapper la fumée d'oxygène. Et c'est cette vapeur blanche qui sort de la fusée. 140. Donc c'est par des évents en fait en haut des réservoirs. C'est vrai que contrairement à SpaceX, c'est pas de SpaceX a une contrainte, ils doivent lancer directement après avoir chargé parce qu'ils veulent que l'oxygène soit ultra dense et donc le plus froid possible. United Launch Alliance lance avec les ergols à température d'ébullition. C'est pas vraiment un problème pour eux. Alors une question sur Twitch, est-ce qu'il y a que des ergols? Du coup oui, il y a que des ergols liquides, du coup aucun carburant solide, ce n'est que de l'hydrogène et de l'oxygène à tous les étages. Et du coup pas de RCS, il n'y a pas de RCS sur les fusées, c'est que sur les sondes. Ergol, c'est un peu le nom générique pour carburant liquide. C'est pas. Voilà, moins d'1 minute maintenant. Donc le concepteur de cette fusée, c'est Boeing. Et du coup, après, ça a été récupéré par United Launch Alliance qui l'a amélioré. Voilà, 39 secondes. On va laisser le live défiler. Et on va profiter de ce lancement. Cet allumage très impressionnant. NROL 82. Fifteen seconds. 15 secondes. Roll for ignition. 10, 9. T minus 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, Et voilà. Magnifique flamme. 1, and Allumage des moteurs et décollage. liftoff Et décollage. of the United Launch Alliance Delta IV Heavy Rocket carrying the NROL 82 mission to the National Reconnaissance Office. On the pitchover maneuver. Ça secoue. Ça secoue là. La caméra était pas bien. The parameters look good on all 3 cores. Ah, il était violent celui-là.
Donc voilà, elle va prendre de l'altitude. Avec un peu de chance, on va voir donc les caméras qui vont montrer l'intérieur des moteurs. Core booster is now throttling down to the partial thrust level. Partial thrust achieved. You are Alors, une hearing the question voice of Très belle rapide, vue de la Launch quelle Californie. charge United utile launch vehicle on ascending. peut emmener avec cette fusée? 50 seconds Elle into peut flight, emmener en vehicle orbite is basse presque 3 30 miles tonnes, in altitude, ce qui est 5 énorme. miles Alors, to range distance, ouais, et traveling surtout at la charge 970 utile miles per dépend hour. beaucoup de l'altitude. Donc par exemple, elle envoie 2 fois moins du coup que la Falcon Heavy, mais pour autant, bah, elle peut envoyer beaucoup plus si c'est une orbite à haute énergie. Et typiquement, Parker Solar Probe, c'est la sonde qui allait vers le Soleil. Elle avait besoin de beaucoup d'énergie. Et du coup, elle avait la Falcon Heavy, bien que 2 fois plus puissante, ne pouvait pas faire cette mission. Et là, on a une très belle vue avec. C'est littéralement une machine à nuages, puisque il y a il y a de l'eau qui sort des moteurs, simplement. C'est ça. Et on voit Donc très un bien peu ce de qu'on carbone disait, pour c'est que l'orange. là, on a vu au décollage, surtout de près, que les flammes étaient très transparentes, mais normalement, un moteur à hydrogène, comme la navette spatiale par exemple, ce n'est des flammes que purement transparentes. Ici, elles sont un peu orangées Gros à nuage. cause. C'est vrai. Elles sont un petit peu orangées les flammes à cause justement du matériau qu'il y a à l'intérieur de la tuyère. Ah ouais, donc là, il y a un très gros nuage. Ouais. Donc là, en fait, c'est principalement le même phénomène qu'avec vos avions de ligne. Hein. Elle franchissait un peu cette zone-là. Du coup, la chaleur des gaz a humidifié l'air environnant. Enfin, fait condenser du coup l'humidité de l'air qu'il y avait à cette altitude. Voilà, donc la Très fusée belle qui part vers le sud, mais on ne sait pas où elle part exactement, puisque c'est un satellite NROL, c'est un satellite militaire opéré par la Space Force américaine. Donc on voit le lancement, ils sont gentils de nous donner le lancement, mais on ne sait pas où ils vont. On ne sait pas ce que c'est à l'intérieur. Alors il n'y a pas de. Rotation pour le largage des boosters. Alors en fait, elle Exactement. va larguer les boosters sur les côtés et donc là, elle se met en position. Très belle vue infrarouge. Ouais, non, on a vu infrarouge, donc une vue thermique. Et on voit que le moteur au milieu, en fait, il est légèrement. Ah non, on le voit pas trop. Un peu quand même, on dirait que c'est un peu plus fin au milieu parce que justement le moteur en général à cet endroit-là est plus et a une puissance plus faible. Ah, donc un lancement très impressionnant et il n'y en aura plus que 3 à l'avenir, des lancements comme ça. Puisque on arrive à la fin de carrière de la Delta 4 Heavy, remplacée, comme on l'a dit au début, par la fusée Vulcan de la même entreprise. Alors Delta, Atlas et Vulcan utiliseront en tout un étage supérieur à l'hydrogène et à l'oxygène avec le RL10. Malheureusement, il n'y aura pas l'extension de tuyère sur la Vulcan. Donc cette vue-là qu'on aura en quelques minutes, hein, vu qu'après il va y avoir les séparations des boosters, mais après le corps On central va va encore peut-être la continuer. voir. Enfin, déjà de la séparation des boosters, qui devrait pas trop tarder. Alors de temps en temps on voit des petites particules comme de la neige qui traversent un peu l'écran, c'est littéralement de la glace, puisque c'est cryogénique, on a dit les réservoirs, c'est à très basse température, du coup l'humidité de l'air se forme de la glace sur le bord de. Ah voilà, Et voilà, séparation séparation. qui vont s'écraser du coup dans l'océan. Et donc du coup, il y a de la glace qui est formée sur l'extérieur de la fusée, et forcément avec les frottements de l'air, ça s'évapore, et on a une très belle vue sur l'horizon terrestre, avec Donc les côtes de Californie. La fusée va s'orienter de plus en plus à l'horizontale. Et là, elle me fait mentir. Ouais, non, elle s'était réorientée. Voilà, elle va continuer à accélérer. Et puis, donc, prochaine étape, ça va être donc 1 ou 2 minutes, la séparation de l'étage principal et donc l'extension de tuyère du RL10. Voilà, Et on va le voir, en fait, il y aura du coup il y aura pas de flamme en fait derrière. Voilà, restez bien, il y a encore plein de choses à voir, et puis après, on répondra à vos questions aussi, donc restez bien jusqu'au bout. Donc, voilà, les côtes de la Californie, puis l'espace, l'horizon. Encore des vues incroyables. Et donc là, comme on le disait, hein, même l'étage principal, on ne voit pas, comme on le voit sur Soyuz, on a pu le voir sur Soyuz MS-18 récemment et tout, on ne voit pas les flammes qui s'étendent. Il y a vraiment rien, on voit rien. Voilà, et là, c'est vraiment de la vapeur d'eau qui sort, et les flammes sont purement transparentes. Alors, quelques questions. Quelle vitesse va la fusée? Alors, en temps réel, on ne sait pas parce qu'on n'a pas de télémétrie.
Mais in fine, il faut qu'elle aille à 28 000 km/h, qui est la vitesse minimale à peu près pour se mettre en orbite. Et ouais, et ça, c'est la vitesse pour l'orbite basse. C'est-à-dire que si on veut aller plus haut, en fait, alors, être à une orbite plus haute signifie être plus lent, mais pour y aller, il va falloir accélérer. Séparation, et Voilà, voilà. la Et là, vous séparation, voyez la jupe qui descend. Ah non, c'est coupé. ça frise. Bah, pas grave, je te montrerai, je passerai une autre Ah là, vidéo, mais on a on vu, la voit un peu. voilà, si on voit la fin. L'extension de tuyère, donc, Une jupe de la tuyère qui descend, qui vient rallonger la tuyère. Sachant qu'une fois dans l'espace, plus le moteur a une tuyère longue, plus il va être efficace. c'est ça. Et donc ça, c'est un moyen. En fait, c'est pour Et ça la que cette séparation de la version du coiffe. RLT, ce RLT en général est très efficace, mais cette version l'est encore plus. Donc là, le live normalement ne va pas trop. Voilà, il s'arrête parce que c'est ce qu'ils avaient dit. Hein. Juste à la séparation Après de la la coiffe, ils ont coupé juste avant qu'on voit. Ça, Voilà. du coup, c'est un lancement militaire. Donc malheureusement, il ne monte pas plus. Mm. Mais bon, dans un sens, on peut s'estimer heureux parce qu'en fait, la Delta 4 Heavy a lancé que 2 charges, on va dire, non militaires. Satellite espion, oui, militaire, on ne sait pas trop, c'est ça le problème. Et en fait, du coup, le problème, c'est que ils ont, avec eux, on n'aurait pas beaucoup de vues si ils décidaient de jamais montrer. Donc au moins, on a des vues de cette fusée qui n'a pas beaucoup lancé autre chose que du militaire. Mais l'avantage, c'est que United Launch Alliance, en fait, est très arrangeant dans un sens. Ils font beaucoup de modifications de leur fusée. La dernière fois, c'était une coiffe à 3 pétales. Donc ils savent faire beaucoup de choses pour les militaires pour adapter la fusée à leurs besoins. Ils savent vraiment très bien s'adapter. Et puis surtout, ils ont des certifications, notamment une certification alors nucléaire. Nucléaire. Ça veut pas dire qu'il y a de l'explosif nucléaire dedans, c'est simplement comme Persévérance par exemple, qui se fournit en électricité grâce à la radioactivité. Comme donc les rovers ou les sondes lointaines. Ou alors des sondes qui ont besoin d'avoir une grosse alimentation électrique. On utilise donc ce qu'on appelle les RTG, qui sont des sources radioactives. Et ça, il faut une certification pour pouvoir le lancer, et ULA en a une. Et donc oui, espion ou pas espion, c'est certainement de la reconnaissance soit optique, donc c'est-à-dire qu'il va prendre des photos, ou alors radio, par exemple. Sachant que le mois prochain, en mai, ça vous le saurez, et ben vous savez quoi, vendredi, sur Futura, pour l'agenda de l'espace, on va en parler. On va retracer tous les lancements et les événements astronomiques à venir au mois de mai. Et il y aura le lancement d'Atlas 5 avec un satellite militaire lui aussi. Mais lui, c'est en infrarouge, on sait ce que c'est. Et c'est pour la reconnaissance de missiles balistiques. Mais là on ne sait pas, c'est Enroll, on ne sait pas. Leur navette drone. Alors je pense que tu parles du X-37B. Oui. On avait fait quand il l'avait lancé, on avait fait une vidéo vraiment dédiée à ça. Il y a une émission dessus, pas sur Futura, disponible sur Cosmonium, on y reviendra à la fin du live. À la toute fin pour se dire au revoir. Alors donc, grosso modo, c'est une navette qui est autonome, c'est un drone. Si tu veux une vidéo un peu propre de la séparation, je vais te l'envoyer avec le bon timecode en privé. Donc elle fait quoi? Elle fait une dizaine de mètres environ, et elle sert à tester des technologies, des technologies de propulsion. On l'a su, mais après, j'avoue que c'est assez secret. Ça reste militaire. On sait qu'elle on voit peut un replay changer. de la séparation à l'écran. En bonne qualité du coup, et on voit cette tuyère qui se déploie. Contrairement au même moteur, le RL10, qui est présent sur Atlas par exemple. Mais Et là, qui vous avez ne vu, se déploie pas. dès que l'allumage s'est fini, il n'y avait plus de flamme. Ça, c'était assez. Oui, parce que là, assez efficace, à l'écran, le moteur est allumé. Il y a une flamme. Mais elle est transparente. Et voilà puisque c'est de la coiffe l'hydrogène. qui bat. Voilà pour ce petit replay. Alors, on va continuer de répondre à vos questions. N'hésitez pas à les poser ou les reposer si on les a ratées. J'en ai vu 2-3. Tuyère en composite ou métallique? Alors, c'est métallique. C'est de l'aluminium, Sur ou- celle de 5 mètres, de 5 mètres, c'est du composite.
Celles de 4 mètres, elles étaient en métal, en alu, et celles de 5 mètres sont en composite. Par contre, les RS68 ont, donc les moteurs du premier étage ont, comme on a dit, un revêtement en carbone à l'intérieur, donc un revêtement ablatif. Et le RL10 c'est en métal puisque la tuyère est composée de petits tuyaux qui s'enroulent. Comment font-ils pour accrocher les deux demi-coiffes ensemble puis les découpler? Ça, tu sais, c'est du pyrotechnique ou du pneumatique? Ouais. Alors, en gros, ce qu'ils font, c'est pas plusieurs attaches pyrotechniques. En fait, c'est un cordon pyrotechnique. Et en fait, grosso modo, il faut un aluminium d'une qualité très particulière qui ne soit pas trop rigide, parce que sinon, la moindre force le ferait craquer, ni trop souple, pour que quand même il brise à la force voulue. Et en fait, donc, il y a un cordon qui va tout le long de la coiffe et qu'on va allumer en fait et qui va tout séparer. Ça c'est pour la majorité des lanceurs. Ce n'est pas le cas pour SpaceX qui a des pistons en fait, parce que vu que eux veulent les réutiliser, en fait, il vaut mieux avoir Un système du pneumatique. Le pneumatique est beaucoup plus, peut se répéter au moins, c'est l'avantage. Donc là, ouais, c'est un cordon pyrotechnique dans tout le long de la coiffe, dans un endroit un peu particulier au niveau résistance, qui est fait pour casser pile poil avec la force du cordon. Alors, Ça va vers où? Vers le sud, et quelle orbite? On sait pas. on ne sait pas, A priori, c'est militaire. en plus, c'est même pas une orbite un horaire qui correspond à une orbite pour héliosynchrone, quoi. Oui, non, Normalement, ils font ça à 20h. Ils doivent prévoir ça aussi pour la date de lancement, quitte à brûler un petit peu plus de carburant par la suite, mais pour brouiller un peu les pistes. Les boosters qu'on a vus donc se détacher tout à l'heure, est-ce qu'ils vont dans une zone contrôlée? Alors plus ou moins, c'est l'océan. Et d'ailleurs, c'est Et commun. Oui. il y a des zones interdites à la navigation. Oui, voilà, il y a des zones interdites à la navigation, donc c'est quand même prévu, c'est contrôlé. Et c'est au-dessus de l'océan pour pas que ça retombe sur les habitations comme en Chine. Donc c'est pour ça que tous les pays occidentaux lancent à côté de l'océan, en Floride, ici en Californie ou en France, à Kourou en Guyane. Et la Russie, eux, ils sont pas d'océan, mais ils ont un énorme désert, donc ça retombe dans le désert, il y a personne, c'est pas grave. Et il y a que la Chine, Et eux, ils l'avantage, s'en foutent, ça retombe sur les gens, ils s'en fichent. c'est ça. Alors la Chine prévient quand même les villages avant d'évacuer. Mais bon. La Russie, donc du coup, qui est le premier pays à réutiliser. Bon, alors ils les réutilisent pas tel quel. En général, il faut refondre le métal et autres. Ils le réutilisent de cette manière. Mais ils récupèrent en fait du coup les étages. Alors ils sont Une fois qu'ils en sont écrasés. relativement bon état. Ouais. Faut savoir qu'en fait un étage, c'est comme Starship en fait. Ça c'est d'ailleurs un très bon exemple Starship. Quand on a une masse très lourde, mais très volumineuse, en fait, la vitesse terminale est assez faible. Et on le voit bien avec Starship quand il tombe à l'horizontale, en fait. La vitesse terminale est assez faible. Et donc, du coup, en fait, ils sont très reconnaissables dans les étages de Soyuz quand ils crachent. Et si vous avez manqué quelque chose, l'émission sera disponible en replay sur Facebook et sur YouTube. Un lancement d'une fusée à voir. Voilà, si vous n'avez pas vu, voilà, il faut revoir, c'était très impressionnant. On va le remettre d'ailleurs, le replay de tout à l'heure. Parce que il était beau. Il était très beau. T-minus 10, 9, 8, 7, Voilà, le replay de 6, tout à l'heure, donc il y a 5, quelques dizaines de minutes. 4, 3, 2, 1, and liftoff of La the fusée United qui Launch s'est Alliance transformée Delta IV Heavy en rocket flamme. carrying the NROL 82 mission for the National Et c'est Reconnaissance. tout à fait Secoue un normal. peu la caméra. J'ai secoué la caméra comme n'importe quoi. Fusée qui s'est répandue, qui s'est enveloppée dans ses propres flammes. Pour savoir pourquoi, ça sera disponible en replay. On l'a expliqué juste avant le lancement, il y a quelques dizaines de minutes. Ça blablate beaucoup sur le live. On va même terminer le live carrément. Voilà, quelle différence avec la Falcon Heavy? C'est vrai qu'en architecture, comme on a fait la comparaison au début, c'est très similaire puisqu'il y a 3 corps centrales qui sont identiques. Il y a 3 cylindres, 3 corps. Et en plus, Oui. l'autre similitude, c'est que les premiers étages et l'étage supérieur utilisent le même carburant et le même comburant dans les deux cas.
Oui, c'est vrai. C'est vrai. La Delta 4 ici, Heavy, ici à l'écran, qu'on a vu le lancement tout à l'heure, c'est à hydrogène. Donc fonctionne à hydrogène. C'est peut-être un peu moins puissant, mais c'est très très efficace. C'est-à-dire qu'ils peuvent brûler pendant très longtemps. C'est très peu gourmand en carburant. Et ça permet d'envoyer de très lourdes charges dans des orbites très hautes, très élevées, en géostationnaire, vers le Soleil comme Parker Solar Probe, etc. La Falcon Heavy, elle est bien plus puissante, c'est la fusée la plus puissante actuellement, sauf qu'elle ne En fait, fonctionne 2 fois plus, littéralement 2 fois plus 2 fois plus puissante et elle puissante, envoie. sauf qu'elle envoie beaucoup moins en orbite et beaucoup plus proche surtout. Elle envoie évidemment en géostationnaire, mais des charges, elle a beaucoup moins de capacité que la Delta 4 Heavy qui est pourtant moins puissante, puisque la Falcon Heavy ne fonctionne que avec du kérosène, qui est plus Alors, du puissant mais coup, moins efficient. c'est ça. Donc, en gros, en orbite basse, elle envoie en effet 2 fois plus. La Falcon Heavy envoie 2 fois plus que la Delta 4 Heavy. Mais du coup, comme on le disait tout à l'heure, typiquement, la mission de Parker Solar Probe, donc la sonde qui va vers le Soleil, avait demandé une efficacité extrême, en fait, que n'a pas du tout les tâches supérieures de la Falcon Heavy. Et du coup, la Falcon Heavy, bien que 2 fois plus puissante au décollage, n'aura jamais pu envoyer Parker Solar Probe vers le Soleil. Puis on va en profiter pour revoir les magnifiques images de l'horizon terrestre et des côtes de Californie, Oui. qui sont toujours impressionnantes, hein, peu importe la fusée, on a des images de l'espace, quoi. Une question, il n'y a que H2 plus O2 ou que H2? Alors, il y a H2, hydrogène et oxygène, sinon il n'y aurait pas de flamme. C'est le principe des fusées. On embarque à la fois le carburant et le comburant parce qu'une fois dans l'espace, on n'a plus rien pour fonctionner. Typiquement, la Soyuz, on va prendre la Soyuz parce que c'est un très bon exemple. Elle utilise littéralement le même carburant que certains avions russes. Mais bon, elle emporte son oxygène pour pouvoir fonctionner dans l'espace, là où les avions n'emportent que le kérosène, donc exactement le même. Mais eux, ils ont une altitude limitée à 10-15 km pour les avions militaires. Mais voilà. Donc parce qu'un avion a besoin de l'oxygène, de l'air, non seulement pour ses moteurs, mais il a besoin de l'air pour la portance, pour ses ailes. Pour ces ailes, tout simplement. Alors j'en profite, tout à l'heure, on a mentionné, grâce à une question d'un internaute, le X-37B, la navette militaire elle aussi, qui est aussi très secrète, des Américains. Donc c'est une petite navette spatiale en version réduite, entièrement autonome, hein, il n'y a pas d'humain à bord, c'est un drone, et qui va tester des technologies spatiales dans l'espace, en orbite, des matériaux, des systèmes de propulsion, des choses comme ça. Et Théo a mentionné qu'on avait déjà fait une émission sur le lancement de ce X-37B justement, qui lui était sur une Atlas 5, donc la petite sœur de la Delta 4, qui est construite par la même entreprise, ULA. Et cette émission n'est pas disponible sur Futura, mais sur Cosmonium. Cosmonium, c'est un groupe Facebook, c'est une communauté, où vous retrouverez Théo, moi-même, ainsi que d'autres scientifiques de l'exploration spatiale et de la physique, des sciences physiques, de la physique quantique, etc., de l'astronomie, plein de choses. Donc sur Facebook, vous tapez Cosmonium. Je le mets dans le live Facebook. Voilà, pour Facebook, vous tapez Cosmonium. Répondez bien aux questions. Il y a un questionnaire d'adhésion si vous voulez rentrer. C'est un groupe. Vous retrouverez du coup le replay, mais surtout vous le retrouverez sur la chaîne YouTube Cosmonium. Donc ce replay de notre ancienne émission avec Théo également, où on avait commenté en direct le lancement du X-37B sur une Atlas 5. Atlas 5 qu'on devrait peut-être voir le mois prochain si on fait une émission Oui. sur Futura cette fois, en repartant vers les étoiles. Donc la même chose, une émission commentée en direct pour commenter le lancement d'une fusée, comme on a fait avec MS-18 au début du mois ou avec Thomas Pesquet. Voilà, n'hésitez pas à poser vos questions. On va encore, on a plein de temps devant nous. On n'a même pas 1 heure de live, c'est parfait. Donc n'hésitez pas à poser toutes vos questions, à les reposer si on les a ratées. Hop. Alors, est-ce que j'en ai raté des questions, par exemple? Je vais remonter le fil de discussion. Donc voilà, on rappelle, c'est un satellite militaire, on ne sait pas où il va, on ne sait pas sur quelle orbite il va, on ne sait pas à quoi il va servir. On sait juste qu'il part vers le sud, mais comme on l'a déjà dit, en fait, la Delta a une efficacité telle que c'est fort probable en fait qu'elle puisse changer si le satellite est suffisamment léger, qu'elle change d'orbite. Donc voilà.
Ouais, on a Système vu de lancement double de prix. cuillère qui s'est élargi. Alors, bonne question. En effet, donc, pour ceux qui connaissent Ariane 5, il y a ce qu'on appelle le SILTA, le système de lancement double Ariane. On met 2 satellites l'un sur l'autre. Delta n'en est pas équipé. À ma connaissance, Atlas non plus. Elle nous envoie toujours un seul satellite. Après, Mais comme elles sont Delta, efficaces. ça envoie surtout des militaires, notamment Enroll, un des anciens Enroll, on a cru comprendre que c'était un satellite vraiment gigantesque. Donc voilà. Mais oui, Ariane, c'est une des fusées les plus impressionnantes du monde encore aujourd'hui, Ariane 5, puisqu'elle a des capacités qui sont encore extraordinaires, Ariane. Et notamment au fait qu'elle envoie 2, voire 3, voire 4 satellites sur des orbites qui demandent énormément d'énergie. Donc c'est vraiment une fusée extraordinaire. Et donc pas de double lancement sur Delta. Mais des lancements vraiment à chaque fois avec beaucoup de contraintes spécifiques. Et comme je l'ai dit, donc la dernière fois, il y avait une coiffe non pas qui séparait en 2, mais en 3. Donc la compagnie qui sait s'adapter aux besoins de l'armée, qui travaille beaucoup avec l'armée, notamment avec ce lanceur, mais également avec la Delta, et qui a l'habitude et qui sait faire du modulable, du sur-mesure. Ça coûte cher, mais l'armée en a besoin. Et puis tant qu'on parle d'Ariane, quand le premier lancement commercial d'Ariane 6 est prévu? Je sais plus. 22, 3. 2022, 2023, c'est pas trop. Le pas de Je tir est crois prêt, les qu'officiellement moteurs c'est sont testés. 2022. Officiellement c'est 2022. En tout cas, le pas de tir à Kourou, il est prêt. Les bâtiments d'assemblage sont prêts. Les boosters sont prêts. Les moteurs, ils sont prêts, ils sont testés. Mais il n'y a plus qu'à finaliser l'assemblage et à lancer, quoi. Mais bon, il y a toujours un peu de temps, administratif, machin, etc. Surtout que c'est l'Europe. La Ariane, elle est plus française, elle est plus franco-française, elle est européenne. Donc ça prendra un peu de temps. Donc 2022, 2023, quelque part par là. Hop, alors est-ce que j'ai raté d'autres questions? Alors celle-là, je crois qu'on y a répondu. Les RCS sont de quel type? Donc je crois que j'avais répondu sur cette fusée, sur la Delta 4, il n'y a pas de RCS, hein. Il y a des vernis, par exemple, des sortes de vernis. Enfin, Ouais, c'est ça. En ok, fait, l'échappement est mis sous pour forme de s'orienter. vernis, donc c'est une manière un peu idéale d'optimiser donc ça. Il y en a sûrement pour le second étage, vu que là, il n'y a pas d'échappement sur le RL10 et que du coup, il peut pas se contrôler en roulis. Donc, il y en a très probablement sur le RL10, et s'il y en a, c'est à base d'azote, je pense. D'azote ou d'hélium. Azote, je pense. Les RCS, c'est vraiment une fois dans l'espace pour les seconds étages éventuellement, mais surtout pour les charges utiles, les capsules ou les satellites, puisque les RCS, c'est des propulseurs très peu puissants, donc il faut vraiment que ce soit en inertie totale, en apesanteur, pour pouvoir changer l'orientation, autrement dit l'attitude du satellite, une fois dans l'espace. Donc pas sur les fusées. J'ai vu aussi à quoi sert le hublot sur la fusée. Alors, j'imagine que c'est en référence au bout noir au sommet de la coiffe. Je ne sais pas, les deltas ont souvent le bout de la coiffe tout à fait noir. C'est une bonne question, j'ai pas réussi à avoir d'infos et j'en demanderai sûrement. En tout cas, c'est de la peinture, c'est pas un hublot, hein. La Ah oui, coiffure, c'est pas, ouais. ils vont pas s'amuser à C'est soit mettre le une vitre matériau, sur la pour que le satellite il ait la vue. c'est pour les faire profiter du paysage pendant la montée. On voit que le Oui, ciel, voilà. mais c'est pas grave. Voilà, donc Cosmonium, ceux qui sont sur YouTube, le lien sur Ah bah Facebook a été donné pour je vais le Cosmonium. Donc mettre aussi, tiens. c'est un groupe Facebook auquel vous pouvez rentrer. Euh, et là-bas poser des questions qu'on peut pas répondre en temps normal, par exemple, hein. Sinon, il faudrait faire des lives H24 pour répondre à toutes vos questions, mais c'est possible grâce à la communauté Cosmonium. Et sur Je viens de YouTube, voir donc du coup, où vous pouvez voir les replays, vous tapez Cosmonium dans YouTube. Sur Twitch, qui retransmet en ce moment même notre émission de Futura Science. Et puis sur Discord et sur Twitter. Voilà, vous nous retrouvez sur un peu tous les réseaux pour poser toutes vos questions et également les questions qui sont hors sujet aujourd'hui. Parce que j'ai vu passer des questions qui sont très intéressantes mais qui ne sont pas du sujet de l'émission de ce soir.
N'hésitez pas aussi à les poser en commentaire des posts qu'on fait sur Cosmonium ou même éventuellement directement en post principal sur Cosmonium. Si c'est pas trop récent, si on l'a pas déjà traité récemment, on y répondra. Voilà, notamment, j'ai vu une question sur la station chinoise, puisque voilà, pour rappel, dans 3 jours, la station spatiale internationale ne sera plus la seule station en orbite. Et puisque la Chine va lancer sa nouvelle station spatiale modulaire. C'est la première fois qu'une autre station va être en orbite en même temps que l'ISS depuis 2019 avec Tiangong 2, donc l'ancienne station chinoise. Ouais. Et surtout, c'est la première fois qu'on aura deux grosses stations modulaires, puisque les autres stations chinoises c'était des petites stations expérimentales. C'était un seul module en fait, c'était un peu comme Skylab, j'étais en un seul bloc. Là par contre, du coup, à part l'ISS, la dernière station modulable, donc avec plusieurs modules qu'on assemble les uns les autres façon Lego, c'était Mir qui s'est désintégré début 2000 donc au-dessus du point Nemo. Et donc là, il y a eu un gap en gros de quasiment 20 ans avec juste l'ISS. Alors c'est déjà beaucoup, hein, c'est très bien. C'est littéralement énorme. Et du coup là, donc c'est la première fois que depuis autant de temps qu'il y a une seconde station modulaire en orbite. Est-ce qu'il y aura un live? Non, il n'y en aura pas de live puisque c'est la Chine. Il y a très peu de live, il y a très peu de retransmission. Il y aura sûrement des images du lancement, des images amateurs qu'on va sûrement poster sur Futura, donc restez connectés si on en trouve. Et mais voilà, c'est la première station modulaire depuis le lancement de l'ISS. Donc c'est un des lancements les plus importants de l'année. On va vivre avec 2 stations spatiales au-dessus de nous. Ah, il parlait de la porte-outillage présente sur la coiffe. Donc du coup, il y en a toujours des portes-outillages, elles sont parfois plus ou moins grandes, et il y en a qui sont très grandes, notamment pour mars 2020, pour placer le RTG. Alors j'ai pas vu la taille de la porte d'outillage sur cette coiffe. Du coup, c'est pour accéder au satellite à la fin, enfin juste avant le lancement quand il est déjà sous la coiffe. Et du coup, la taille dépend de ce qu'on veut y mettre, et parfois on veut y mettre un générateur radioélectrique à thermoisotope. Voilà, et puis j'avais vu une question aussi qui était un petit peu hors sujet, mais pourquoi... Ah, les déchets. Les déchets, ah oui. Au lancement, non, il y a aucune chance de croiser un déchet. Les déchets, on les cartographie, les gros déchets. Et puis, ou alors ça serait vraiment de la malchance. Mais oui, on les cartographie les déchets, surtout les gros débris, etc. On sait où ils sont. Donc c'est très très rare d'avoir une collision. Dans toute l'exploration spatiale, il y a maintenant plus de 3000-4000 satellites aujourd'hui en orbite. Alors Ouais. un peu moins en orbite basse si on compte que l'orbite basse, là où il y en a le plus. Mais il y a eu que 6 collisions. Donc 4 intentionnels. 4 intentionnels. Et surtout, il n'y a eu qu'une seule vraie collision grave qui a coûté la vie à 2 satellites. Et sans ça, c'est vraiment... Même pas, vu qu'il y avait un satellite qui était HS, je crois. Ah non, il y a eu une collision avec 2 satellites C'était en HS et une 2008, je collision crois. avec un Quelque chose dans ces eaux-là, fin des années 2000. Ouais, il y en a un, c'est sûr, un des deux a été inactif, ça c'est certain, c'est le Il est mort, le satellite russe. satellite, mais... Voilà, avec Non, tout mais il ça, était mort avant la collision. il y a eu qu'une seule collision vraiment importante. Mais sinon, le risque de collision, encore aujourd'hui, il est très 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 faible. C'est pour ça d'ailleurs que les agences spatiales anticipent. Aujourd'hui, ils sont à l'heure de l'anticipation. Puisque c'est un problème grave. Et du coup, c'est pour ça qu'on commence à voir germer des petits projets pour imaginer comment on pourrait ramasser ces débris, etc. Et en attendant, les fusées comme celle qu'on vient de voir, la plupart des fusées au moins récentes, elles ont pour rôle en fait de désorbiter leur second étage une fois que donc soit il va rentrer dans l'atmosphère si c'est une orbite basse, soit il va aller sur une orbite plus haute et inutile si c'est pour du géostationnaire par exemple. Et du coup donc sur les satellites récents et au moins pour les pays occidentaux, il y a une règle qui est de devoir pouvoir justement nettoyer l'orbite après que ce qu'on y a mis ne sert plus à rien. Par exemple, les coiffes, elles sont déjà en suborbital, elles restent pas là-haut. Alors bonsoir Romzen96 sur Twitch. Le décollage, il est prévu à 22h47, il y a une demi-heure. Donc vous avez raté le décollage, mais pas de souci, l'émission est disponible en replay.
et c'est à voir en replay, même à voir 2 fois, 3 fois, puisque le décollage était impressionnant tout à l'heure. Alors oui, la partie orange, c'est de la protection thermique, et oui, de mémoire, c'est du liège. Une espèce de mousse, oui. D'ailleurs, on le voit très bien sur les photos d'Artemis en ce moment même, qui est en train d'être déplacée vers son pas de tir. La mousse a changé de couleur, vu qu'elle absorbe au fur et à mesure du temps l'humidité, les choses comme ça. Il y a du liège et la mousse, ouais, les deux. Et oui, la mousse, elle brunit au fil du temps. D'ailleurs, ça va être marrant quand ils vont mettre l'interrétage qui est lui beaucoup plus récent et qui est encore beaucoup plus jaune. Avec les mirades de Starlink, ça va compliquer la chose, évidemment. Plus les satellites se multiplient, plus les chances de collision vont augmenter, évidemment. Après, il faut noter que, par exemple, typiquement pour Starlink, l'une des bonnes choses, c'est le fait que quand ils sont lancés, ils sont en orbite basse, et, enfin, mais vraiment très basse, genre 200 km. Et le fait est que si un satellite est défectueux à ce niveau-là, il va rester 2 mois en orbite maximum. La dernière fois que l'étage de Falcon n'avait pas pu se désorbiter, il avait mis moins d'1 mois à se désorbiter. Donc les satellites, eux, sont plus denses, mais il faut savoir que s'ils sont HS dès le largage, ils pourront pas rehausser leur orbite et ils rentreront dans l'atmosphère, donc ils resteront pas très longtemps en orbite, ce qui n'est pas le cas du coup de OneWeb qui est déjà largué plus haut, mais eux de base ils sont même plus en orbite basse, ils sont quand même assez hauts ceux-là. Alors on va pouvoir prendre une dernière question avant de se quitter et de clore cette émission. N'hésitez pas, surtout pas. Je voulais dire un truc juste avant. Tiens, Voilà, voilà, il y a y une a- question qui arrive. y a-t-il de la réutilisation prévue sur le prochain lanceur? Tant Alors pis le pour ce que je prochain voulais lanceur, dire, j'oublierai, c'est pas grave. désolé. Alors le prochain lanceur Vulcan, en fait, ils ont une solution qui s'appelle Smart et en fait, typiquement Falcon doit garder du carburant pour ratterrir et dans un sens c'est une perte de charge utile. Et ce qu'il faut C'est savoir, beaucoup c'est que en sur charge un utile. étage, et ce qu'il faut savoir, c'est que sur un étage, typiquement, les moteurs, c'est les 2 tiers du prix. Et du coup, ce que United Launch Alliance a prévu de faire, en fait, c'est d'utiliser tout le carburant et de débrancher en fait le bloc moteur du réservoir, pour ainsi dire. Et le bloc moteur, lui, aura des parachutes et ils vont faire un peu comme ce que fait Rocket Lab avec Electron, c'est-à-dire qu'il y a un hélicoptère qui va arriver, qui va récupérer le parachute et qui va ramener les moteurs sains et saufs. Et comme ça, les moteurs, donc les 2 tiers du prix, seront réutilisés et en même temps, on aura utilisé tout le carburant pour aller en orbite. Donc pas de perte de charge utile contrairement à SpaceX. Alors sur la Falcon 9, vu que c'est un lanceur moyen, la réutilisation ne fait pas beaucoup perdre de performance. Par contre sur la Falcon Heavy, la réutilisation elle est catastrophique pour les performances du lanceur. Parce que la Falcon Heavy peut emmener 60 tonnes en orbite, ce qui est énorme, mais en non Si elle est, réutilisable. c'est ça. Voilà, en réutilisable, elle tombe à 20 comme, tonnes, donc ce qui non, est plus du 30, tout compétitif par rapport aux autres lanceurs. comme Delta, en fait, je crois qu'elle fait 30 tonnes comme Delta en réutilisable. Un peu moins, 24 tonnes je crois. Ouais. Voilà, du coup, voilà, si vous voulez payer une Falcon Heavy pour lancer votre satellite en orbite et que vous voulez payer pas trop cher, si vous voulez pas payer trop, vous avez une Falcon Heavy en réutilisable et du coup autant prendre une meilleure fusée comme la Delta Heavy ou l'Ariane. C'est l'ambiguïté de la Falcon Heavy, c'est qu'elle ne trouve pas son marché. Voilà, on va pouvoir se quitter là sur ce magnifique lancement qu'on a vécu ensemble, qui était vraiment impressionnant. Ah, c'est toujours impressionnant cette fusée. Voilà, et il faut en profiter puisque, comme on l'a dit, c'est un des derniers lancements de la Falcon, De la Delta 4 Heavy. de la Delta 4 Heavy de ULA, avant qu'elle soit remplacée par la future Vulcan. Il reste que 3 lancements de la Delta 4 Heavy. Donc ces 3 lancements qui vont venir dans les prochains mois, les prochaines années, il va falloir les savourer puisqu'on n'en reverra plus d'autres après. Et puis voilà. Écoutez, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve. Alors Théo, vous le retrouverez sur Cosmonium, comme on l'a dit, sur tous les réseaux, hein, Facebook, C'est ça. YouTube, Twitter, Discord et Twitch. Et puis moi également sur Cosmonium. Et puis moi, vous me retrouvez également sur Futura avec vendredi le live avec Xavier Demersman
j'espère que je le prononce bien. Pour l'agenda, la météo des étoiles, on va voir ensemble l'agenda du mois de mai, des événements astronomiques, les éphémérides, qu'est-ce qu'il y a à voir dans le ciel, et les actualités de l'espace à voir durant le mois de mai, tout simplement. Donc ça sera vendredi à 19h, le vendredi 30 avril. Et puis, de manière générale, restez connectés sur Futura pour voir toute l'actualité de l'espace, de l'exploration spatiale, de l'astronomie. Sachant qu'elle est chargée là avec Ingenuity sur Mars, avec le lancement, comme on l'a très bien précisé tout à l'heure, de la prochaine grosse station modulaire. On va vivre avec 2 stations modulaires spatiales en orbite au-dessus de nos têtes dès jeudi. Et puis voilà, à bientôt. À bientôt. Voilà, merci à vous, bonne soirée, et puis restez la tête dans les étoiles. Merci à vous. Au revoir.